le temps de saluer personnellement. Et en ce début janvier, bien sûr, il est de tradition de vous adresser à toutes et à tous, surtout, nos meilleurs vœux, plein de belles et de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et surtout la santé pour vous tous, vos proches, vos familles respectives, beaucoup de voyages, des rêves d'évasion, des escapades, des croisières, enfin tout ce que l'on peut vous souhaiter. On a le plaisir ce matin de recevoir parmi nous Madame Makoko, notre directrice, et le commandant Radovan, qui va pouvoir vous dire quelques mots en préambule à cette visioconférence sur la Croatie. Commandant. Je vais commencer moi parce que je vais faire court, enfin d'ailleurs, mais c'était simplement pour souhaiter la bonne année depuis les Alpes de Haute-Provence où nous sommes en télétravail, on va dire, puisque c'est le mot du jour et de l'année, et ça dure et ça perdure. Donc, c'était simplement pour souhaiter une bonne année à tous et surtout une bonne santé, puisque c'est ce que nous avons de plus précieux et il faut bien la garder. Je laisse la parole au commandant Radovan. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une très bonne année et surtout une bonne santé. J'espère vous retrouver très bientôt de mon pays, la Croatie, à bord de Cristal. Bonne découverte avec Magali. Et voilà, Madame Magali, c'est à vous maintenant de vanter les rites. Ça me rappelle il y a quelques années nos croisières. Oui. Merci, commandant. Le verdict à la fin de la petite heure, là. Donc, non, pitié, surtout pas. Son pays. On n'en doute pas. Mesdames, Messieurs, donc comme à l'accoutumée, je vais fermer le micro pour vous toutes et tous pour que chacun puisse entendre. Et à la fin de l'intervention, nous remettrons les micros pour que vous puissiez poser vos questions. Voilà, donc je vous retrouve ce matin pour vous parler de ce pays qui est la Croatie. Nous sommes donc aujourd'hui à notre 28e visioconférence déjà. Nous allons parler donc de ce pays, la Croatie, vue de la mer à bord d'un yacht qui est le Cristal. Vous le savez, depuis plusieurs années, Plein Cap affrète des yachts en Croatie au printemps et à l'automne. Cette année, donc en 2022, nous avons 3 départs à bord du Cristal, un départ au printemps et 2 à l'automne. Avant de parler en détail de nos 3 itinéraires, on va revenir sur quelques généralités sur la Croatie pour nous permettre un petit peu de mieux faire connaissance ou de redécouvrir le pays. À travers donc quelques cartes et un historique, on va revenir un petit peu sur le passé du pays. Juste avant, ici, vous pouvez découvrir donc les 3 dates où Plein Cap affrète le Cristal pour ces croisières en Croatie. Donc, notre spécialiste, notre accompagnateur spécialiste de la Croatie, c'est Guillaume Joquel, que vous connaissez tous, qui fait partie de l'équipe depuis de nombreuses années, que vous avez connu sur l'Adriana, sur le Vistamar, sur le Berlin, sur le Hambourg. Et Guillaume, bien sûr, continue donc à vous accompagner pour son plus grand plaisir sur les yachts en Croatie, puisqu'il partage son temps entre le bureau et les accompagnements. Nos 3 départs donc sont les suivants. Au printemps, les perles de la Dalmatie. Donc cet itinéraire va se concentrer vraiment sur la région qu'est la Dalmatie, du 28 mai au 4 juin. Ensuite, à l'automne, 2 autres itinéraires. Donc le premier au royaume des Robinson qui fait la part belle au nord de la Croatie, une région qui est peu connue et nous allons la découvrir ensemble du 24 septembre au 1er octobre. Et ensuite, donc de nouveau, un itinéraire sur la côte dalmate du 1er au 8 octobre. Ces 2 croisières donc de 7 jours peuvent d'ailleurs être combinées pour un magnifique périple de 14 jours permettant de découvrir toute la côte croate. Faisons un petit peu plus connaissance avec ce pays à travers donc ces généralités. Ici, la carte vous permet un petit peu de resituer celle-ci. Donc, la Croatie a une forme assez originale, on va dire un pays en forme de fer à cheval, un pays trait d'union entre l'Europe centrale et la Méditerranée. Elle est délimitée au nord par la Slovénie et la Hongrie et au sud par la Bosnie-Herzégovine, bordée donc par la mer Adriatique avec une très belle façade littorale qui permet une découverte optimale justement en croisière. Sa façade maritime, vous le voyez sur cette carte, présente beaucoup de côtes, un bon nombre d'îles.
Au total, 1170 km de côte en Croatie, 1185 îles essaimées le long de la côte. Seulement 67 de ces îles sont habitées. Dans la culture croate, il y a aussi une forte insularité qui a façonné au fil des années la culture des Croates. Sa situation est aussi un atout stratégique qui a suscité au fil des années, au fil des siècles, beaucoup de convoitises. Voici ici quelques généralités, donc à rappeler quelques chiffres sur la géographie de la Croatie. Donc, un territoire qui a une superficie d'un peu plus de 56 000 km². Son point culminant est le mont Dinara, qui culmine à 1831 mètres d'altitude, une population d'un peu plus de 4 millions d'habitants, la capitale Zagreb, et on va distinguer 3 grandes régions, la Slavonie, l'Istrie et la Dalmatie. Sans plus tarder, nous allons juste balayer rapidement l'histoire de la Croatie avec ce survol, quelques dates nous permettant de comprendre ensuite la culture, l'architecture que l'on va trouver dans ces différentes villes. Comme nous le disions, de tous les temps, ce pays a fait l'objet de nombreuses convoitises. Le territoire a été peuplé dès le 2e millénaire avant notre ère par les Illyriens. La première colonisation a eu lieu en 395 avant Jésus-Christ. La colonisation donc grecque a suivi donc les Romains. En 285, Dioclétien, donc personnage important dont on aura l'occasion de reparler ce matin, devient empereur et fait construire le palais fortifié au cœur de la ville de Split entre 295 et 305. Au IIIe siècle, les premières communautés chrétiennes avec de nombreux évêchés s'installent en Dalmatie et en Istrie. Au 7e siècle, le début des migrations slaves. Les Slaves se sont convertis au christianisme en arrivant en Croatie et ont fondé, au 10e et 11e siècle, le premier royaume croate. Au 12e siècle, le rapprochement des couronnes croates et hongroises sous un seul et même royaume. 1409, la Dalmatie devient vénitienne. Seule Raguse conserve son indépendance. Raguse, ville fortifiée, ville-État connue aujourd'hui sous le nom de Dubrovnik. Elle va rester indépendante pendant de nombreux siècles. En 1527, Ferdinand de Habsbourg est nommé nouveau roi de Hongrie et de Croatie. 1797, chute de la République de Venise. La Dalmatie et l'Istrie reviennent alors à l'Empire austro-hongrois. En 1806, les Autrichiens vont céder l'Istrie et la Dalmatie à Napoléon, donc elle va devenir province française. En 1815, les provinces illyriennes sont replacées sous la tutelle austro-hongroise à la chute de Napoléon au Congrès de Vienne. 1918, Pierre Ier de Serbie monte sur le trône, création alors du royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 1941, création d'un État croate indépendant. 1945, la Croatie rentre dans la Fédération communiste yougoslave. En 1971, c'est la période que l'on va appeler le printemps croate. Étudiants, intellectuels, les réformateurs du pays communiste réclament une plus grande autonomie économique et autonomie politique également pour le pays. 1980, disparition de Tito, l'éclatement de la Yougoslavie. 1991 jusqu'à 1995, la guerre de l'indépendance, guerre civile au sein du pays, de la Yougoslavie, entre les Croates et les Serbes. De nombreuses traces sont encore visibles, encore présentes dans un certain nombre de villes du pays. En 1995, l'arrestation de Milosevic, séparation définitive entre Croatie, Serbie, Bosnie en tant qu'État indépendant, et les accords de Dayton mettent fin à cette guerre. 2009, la Croatie devient membre de l'OTAN et en 2013, elle entre dans l'Union européenne. Donc, à travers ces quelques dates, on va pouvoir maintenant parler un petit peu plus du pays, des villes et des îles que nous allons rencontrer au fil de nos 3 itinéraires. Nous disions tout à l'heure donc une large façade maritime, une façade côtière très importante. Donc je dirais que naviguer le long de cette côte croate reste toujours un plaisir. Vous voyez ici encore sur cette carte les nombreuses îles, archipels, îlots également.
On surnomme souvent la Croatie comme un petit coin de paradis en Méditerranée, avec un certain nombre d'endroits encore très protégés, des sites classés aussi par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense notamment à la ville de Dubrovnik, à la ville de Trogir, à la ville de Split et bien d'autres encore. Nous parlerons aussi ce matin du patrimoine culturel et culinaire de la Croatie, puisqu'il faut savoir qu'il y a 25 produits désignés de l'appellation d'origine contrôlée en Croatie, parmi lesquels on va trouver l'huile, le fromage, les huîtres, le vin, plein de bonnes choses que vous aurez l'occasion de découvrir aussi au cours de ces croisières en yacht à bord du Cristal et les différentes excursions. Notre premier itinéraire, donc au printemps, va nous mener sur la Dalmatie, précisément, donc du 28 mai au 4 juin. Nous partons en avion de Paris, donc toujours un départ accompagné par Plenka. Je vous rappelle, comme sur tous nos programmes, notre accompagnateur vous attend à l'aéroport et vous aide pour les formalités à l'aéroport. C'est un vol régulier et nous atterrissons donc à Dubrovnik, Dubrovnik que l'on surnomme souvent perle de l'Adriatique. L'embarquement donc se fait à Dubrovnik. La soirée, nous restons à quai. Alors c'est aussi l'une des caractéristiques et je dirais un grand plus de ces croisières en yacht. Toutes les soirées, votre bateau reste à quai, ce qui vous laisse tout à loisir, pourquoi pas après le dîner ou après la soirée que nous vous proposons, d'aller vous promener sur le quai, faire une petite promenade digestive, vous découvrir la ville illuminée. Nous embarquons donc à Dubrovnik. La première soirée, donc, nous restons à quai. Et le lendemain, nous allons découvrir cette superbe ville de Dubrovnik. Donc, perle de l'Adriatique, devenue une puissance importante de la Méditerranée, nous l'avons vu après le XIIIe siècle. C'est une ville dont les vestiges les plus anciens vont remonter au Moyen-Âge, dans la partie sud. Son noyau historique donc, se situe au pied d'un massif montagneux, un noyau historique qui a été sauvegardé au fil du temps jusqu'à nos jours, un patrimoine avec un caractère vraiment exceptionnel, une ville unique, un développement urbain très intéressant puisque la ville est organisée selon la forme d'un quadrillage. Alors malgré les nombreuses destructions qui ont été causées par les tremblements de terre, par exemple de 1667, et ensuite malheureusement la guerre dont on a parlé voilà quelques minutes, Dubrovnik a réussi à restaurer et à sauvegarder une grande partie de son patrimoine. Vous aurez vraiment plaisir à découvrir cette ville avec votre guide local, à parcourir l'artère principale de Dubrovnik que vous apercevez en haut à droite de votre écran, le Stradun. Visitez également les nombreuses églises que l'on va trouver à Dubrovnik, églises de style gothique, églises baroques, bâtiments de style Renaissance, le palais du recteur, entre autres, ses couvents, ses nombreux palais. Pourquoi pas faire aussi une petite promenade sur les remparts de Dubrovnik? Voilà une idée aussi fort intéressante pour découvrir la ville sous un autre angle. Après notre visite de Dubrovnik, nous allons revenir à bord le temps du déjeuner et quelques heures de navigation, puisque vous le constaterez à bord de ces croisières, à bord du Cristal en Croatie, c'est que nous faisons vraiment du cabotage, des petits sauts de puce d'île en île, d'escale en escale. Le temps du déjeuner, donc, notre navigation va nous mener ensuite vers Zlano. Nous allons donc accoster à Zlano et là, notre excursion va nous permettre d'aller vers Stone et Malistone. La ville de Stone se situe à l'entrée de la presqu'île de Pelješac, la deuxième plus grande presqu'île de l'Adriatique. Stone se situe vraiment sur l'isthme qui va relier la presqu'île de Pelješac au continent et Stone a une position assez centrale puisqu'en fait elle est entre Dubrovnik et Split. Comme vous le voyez ici, c'est une ancienne cité fortifiée dont autrefois l'importance était considérable pour la République de Raguse, puisqu'elle fait face en fait à l'ancienne Raguse. Ces murailles encore visibles, pour une partie d'entre elles, sont assez monumentales. Elles veillaient d'ailleurs sur les salines. Vous avez une vue aussi ici des salines. Les murailles, donc actuellement, les murailles conservées font à peu près 5,5 km. Il faut savoir qu'à l'origine, elles faisaient 7 km dans leur intégralité. Donc 5 km de remparts. Vous pourrez visiter donc à travers l'excursion cette ville de Stone, voir l'architecture très intéressante, ces belles demeures, là aussi de style Renaissance.
sa cathédrale, son cloître gothique, son couvent, mais les atouts de cette ville aussi, c'est la gastronomie, puisqu'on connaît la région de Stone, Malistone, la presqu'île de Pelješac, pour la profusion de coquillages que l'on va y trouver, des huîtres, des moules également dans cette baie. Cette tradition est assez ancienne puisqu'elle remonte à l'époque romaine. Donc, on continue à perdurer cette tradition et au cours de votre visite, vous aurez le plaisir justement de déguster quelques spécimens, quelques spécialités locales, donc moules et huîtres de cette presqu'île de Pelješac. Nous allons poursuivre notre découverte et donc revenir à bord. En soirée, ici, on aura le plaisir d'accueillir une troupe folklorique ou quelques danses et chants folkloriques, puisque chaque soirée à bord est animée. Vous le verrez, ça fait partie aussi de la découverte du patrimoine culturel, du patrimoine croate. Donc, chaque soir, là, après chaque visite, je vous parlerai aussi de l'animation que vous aurez. Et notre navigation ensuite va nous mener vers l'île de Mljet. Encore une escale en dehors des sentiers battus, je dirais, et nous allons accoster à Pomena. Ici, donc, sur l'île de Mljet, c'est vraiment la nature qui est à découvrir. Pomena est un petit port vraiment charmant avec une jolie baie, des îlots verdoyants tout autour. Mljet est surnommée très souvent d'ailleurs l'île verte. Elle se trouve à quelques heures de navigation de Dubrovnik et c'est surtout le paradis de la tranquillité, de la nature. L'île est en partie couverte de forêts et elle abrite aussi un des plus beaux parcs nationaux que l'on va trouver en Croatie. Puisqu'on va en parler à plusieurs reprises ce matin, la Croatie est connue aussi pour ses parcs naturels. Mljet n'est pas très grande, elle a une superficie de 37 km² d'ouest en est et 3 km de large seulement. La promenade que nous allons vous proposer donc à Mljet est une petite promenade pédestre avec votre accompagnateur pour découvrir les lacs salés, Malo Veliko et Malo Jezero, deux lacs reliés l'un à l'autre et à la mer par un petit détroit. On complétera cette promenade pédestre par une promenade aussi en bateau local pour rejoindre l'îlot Sainte-Marie que vous apercevez ici et visiter le monastère bénédictin datant du XIIe siècle. De retour à bord en soirée, on aura le plaisir d'accueillir à bord pour découvrir une autre facette du patrimoine culturel, eh bien des voix, des chœurs que l'on appelle des klapas. Ces klapas donc, sont des chœurs traditionnels que l'on va trouver en Croatie. Donc, ce sont des voix qui chantent a cappella, sont assez extraordinaires. C'est une tradition qui est perpétuée depuis de nombreuses années et qui se transmet par voie orale. La klapa, il faut le savoir, est inscrite depuis 2012 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, c'est vraiment une tradition. Et des voix de différentes régions de Croatie méridionale. Je vais vous passer un extrait dans quelques minutes et vous verrez, donc vous entendrez que le chef de chœur de chaque groupe est souvent le premier ténor, suivi ensuite d'autres voix, d'autres ténors, baryton ou basse. Je vous laisse écouter quelques secondes de klapa. Bilo gdje I kuda pođem ja, u srcu je Kroacija. Bilo gdje I kuda živim ja, u srcu je Hrvatska. Crven, bijeli, plavi, to je barjak naš, volimo ga mi, bijemo ga svi, oduvijek je bio svetinja za nas. Zapjevajmo, braćo, svi u glas. Vivat Kroacija, vivat Kroacija, vivat Kroacija, vivat Kroacija. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Vivat Kroacija, vivat Kroacija, vivat Kroacija, vivat Kroacija. Et voilà, vous aurez la suite à bord. Après ce petit intermède musical, nous allons poursuivre, et donc après cette belle soirée en musique, poursuivre notre navigation donc pour arriver le 30 donc à Korčula.
Korčula est une autre des îles que l'on va trouver en Adriatique et d'ailleurs la 6e plus grande île de l'Adriatique. Elle est séparée du continent toujours par la presqu'île de Pelješac, le canal de Pelješac dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez ici une carte justement pour vous situer. Seulement 1,5 km la sépare du continent. C'est l'une des îles vertes aussi de la Croatie. C'est une île montagneuse qui est couverte en partie de forêts, de vignes. Une île qui possède un certain nombre de petits ports, des criques avec des eaux absolument superbes, des eaux turquoises. La légende veut que Korčula a été fondée par Anténor, personnage de la mythologie grecque, qui, échappant au massacre de Troie, serait parti à l'aventure en mer Adriatique. Prise par les troupes byzantines lors de l'expédition de Bélisaire, elle fut ensuite dominée par Venise jusqu'à la fin du XIIIe siècle. On parle aussi de Korčula, puisque c'est aussi l'île qui aurait vu naître Marco Polo. Donc après, on parle à plusieurs endroits de Marco Polo, mais en particulier à Korčula, et on peut voir la maison où est né Marco Polo. Notre visite va nous permettre de visiter bien sûr les différentes petites ruelles de la ville de Korčula, donc cette cité qui est chargée d'histoire, une ville vraiment à l'intérieur de ses fortifications, défendue par des tours rondes, des petites ruelles magnifiques, pavées de marbre, et à l'intérieur desquelles vous pourrez apprécier là encore de très beaux monuments, de très belles façades de style Renaissance, de style gothique également. Nous allons rester donc ensuite à Korčula et nous aurons donc le plaisir d'avoir un dîner dans une ferme d'agritourisme. Alors sur chacune de nos croisières, on va retrouver ces fermes d'agritourisme, pas nécessairement au même endroit, mais j'en parlerai sur chaque itinéraire, de même que l'on a parlé des danses et folklore croates. Lors de ces repas donc dans les fermes d'agritourisme, eh bien, ce sera l'occasion pour vous de goûter, de déguster aux spécialités locales dont on a parlé tout à l'heure. Je vous parlais d'un bon nombre de spécialités, de goûter entre autres, on ne va pas parler de tout ce matin, mais pourquoi pas ce délicieux jambon, les olives aussi, et ce que l'on appelle la peka, qui fait partie des plats traditionnels croates, qui est une viande qui est cuite sous cloche, donc ce qui lui donne une saveur assez exceptionnelle avec une cuisson très lente. Nous, après cette soirée donc en agritourisme, nous allons poursuivre notre découverte et aller vers l'île de Vis. Cette île de Vis se trouve parmi les îles les mieux préservées en Croatie. Sur le plan historique, il est intéressant aussi de savoir qu'entre 1941 et 1943, l'île a servi de refuge à la résistance contre l'occupation italienne et les nazis. Elle était ensuite interdite aux touristes aussi entre 1945 jusqu'en 1989. C'était une base de l'armée yougoslave et ce n'est qu'après la guerre d'indépendance que l'armée va quitter Vis pour laisser place au tourisme, et je dirais un tourisme vraiment très sélectif. C'est vraiment du tourisme confidentiel que l'on va trouver sur cette île de Vis. C'est une petite île puisqu'elle fait 16 km de long sur 7 km de large, peuplée d'environ 3500 habitants qui vont se diviser sur 2 villages, le village de Vis et le village de Komija. L'île est dominée donc par un petit mont, on va dire, le point culminant c'est qui culmine à 587 mètres d'altitude. C'est aussi une région et une île aux eaux très poissonneuses. Dès l'Antiquité, donc on a repéré des eaux très poissonneuses à cet endroit. On va y trouver beaucoup d'anchois, sardines, maquereaux. Et à cet endroit, justement, à Vis, l'une des spécialités de Vis, c'était de pêcher à bord de bateaux assez inédits que l'on appelle les falcuzas, donc des bateaux locaux. Une famille sur deux à Vis vivait de la pêche. Aujourd'hui, l'île continue à vivre de la pêche. Elle vit aussi de la viticulture, puisque vous verrez un bon nombre de vignes sur l'île et du tourisme. Vous visiterez donc à travers une visite pédestre avec votre guide la partie médiévale de Vis, donc l'un des 2 villages de l'île, son port qui a été créé au XIXe siècle, à voir aussi à Vis les vestiges des anciens bains romains, également le musée archéologique installé dans une ancienne forteresse austro-hongroise du XIXe siècle et qui expose les découvertes qui ont été faites sur l'île. Nous allons quitter
Vis pour quelques heures de navigation pour rejoindre sa voisine, l'île de Gvar, et accoster à Starigrad. Gvar a une superficie de près de 300 km², 68 km de longueur, 10 km de large, une île qui est habitée par 11 500 Croates environ, quatrième île croate en nombre d'habitants. Et là, donc, on va trouver également deux villes, la ville de Gvar et la ville de Starigrad. Une île qui a été peuplée par les Illyriens. Gvar s'est réellement développée avec l'arrivée des Grecs venus de l'île de Paros. Initialement, l'île était placée sous la protection juridique de l'île de Vis, sa voisine. Les Romains lui ont donné ensuite plus d'importance. Ils ont apporté sur l'île de Gvar la vigne et l'olivier. L'île s'est enrichie avec le commerce de l'huile, du vin. Et Gvar va finir par s'imposer définitivement à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à la domination vénitienne. Elle va supplanter sa voisine Vis et devenir le siège de l'évêché, attirant aussi les nobles et les intellectuels. Les palais vont se multiplier dans ces villes de Gvar et de Starigrad durant la Renaissance. Et ce sont des façades qui sont encore visibles quand on parcourt à pied les petites ruelles de la ville. Les paysages que l'on va trouver sur l'île, ce sont des paysages très vallonnés, donc quelques chaînes de collines qui vont border la côte méridionale, des terres très fertiles, et des champs de vignes qui vont côtoyer les champs de lavande, les plantations d'oliviers, une végétation typiquement méditerranéenne, des agaves, des forêts de pins. Vous apercevez ici quelques photos donc de la ville de Gvar, sa place avec au fond de celle-ci la cathédrale, le palais des évêques, donc cette très belle cathédrale dédiée à Saint-Étienne et qui est représentative de la Renaissance vénitienne. On va trouver aussi à Gvar le palais des évêques, donc qui est un très joli monastère, le monastère franciscain. Nous allons rester la nuit à quai à Gvar et ce sera l'occasion d'accueillir un intervenant local à bord pour vous présenter donc l'une des cultures traditionnelles de Gvar, la culture de la lavande, donc tradition chère à cette île. Le lendemain, nous appareillons donc en matinée, direction donc l'île de Brač et pour aller donc vers Košica. Cette île donc de Brač, nous allons la découvrir ici donc ensemble. Nous accosterons donc à Košica, qui est le deuxième village le plus grand de l'île de Brač. Košica est située au fond d'une baie que vous pouvez apercevoir ici à gauche. Donc la navigation est encore magnifique, l'arrivée est donc superbe. Au XVe siècle, sur cette île de Brač, il faut savoir que la côte n'était pas l'île était très convoitée parce que la côte n'était pas un lieu sûr et on sait un petit peu, les populations se sont déplacées sur cette île de Brač pour y construire des tours s'apparentant un petit peu à des forteresses. Il y avait 13 tours de ce type dans le village de Košica. Depuis Košica, nous partirons en excursion pour découvrir le très beau village de Bol. Voici quelques clichés, donc quelques photos magnifiques que vous pourrez prendre lors de cette excursion. Donc, nous partons en minibus à la découverte du village de Bol avec plusieurs arrêts photos sur notre chemin. Et l'une des photos que vous devez certainement connaître, c'est celle qui est en haut à droite, qui présente cette très jolie plage que l'on appelle aussi Corne d'Or. C'est une très belle plage de cailloux qui s'avance comme un promontoire dans la mer. C'est une plage qui fait partie des cartes postales de la région et d'ailleurs qui a très souvent servi de campagne publicitaire pour l'Office de tourisme de Croatie. Donc, nous allons visiter donc ce petit village de Bol, flâner dans ces ruelles, voir également le monastère dominicain qui a été fondé au XVe siècle et revenir ensuite en soirée à Košica. On parle de l'île de Brač aussi pour autre chose et je suis certaine que vous en avez entendu parler au fil de vos pérégrinations. Brač est connu pour la pierre. La pierre de Brač est très célèbre. Elle représente vraiment le symbole des habitants de Brač depuis vraiment de nombreux siècles. Au village de Košica, il y a 3 carrières. Beaucoup d'édifices sur l'île sont réalisés avec cette pierre de Brač qui est vraiment caractéristique. C'est une pierre qui est vraiment très blanche.
C'est une pierre qui a servi pour construire un bon nombre d'édifices dans le monde, puisqu'il faut savoir que la Maison Blanche aux États-Unis a été construite avec cette pierre de Brač. Également, le Parlement de Budapest a été construit avec cette pierre de Brač. Le palais de Dioclétien aussi à Split. Donc, on va trouver cette pierre dans différents endroits d'Europe et du monde. En soirée, nous visiterons une école de tailleurs de pierre. Donc, vous aurez l'occasion de faire un petit peu plus connaissance avec ce travail qui est une méthode encore traditionnelle à Brač. Les techniques de travail restent inchangées depuis la Renaissance. On travaille donc encore manuellement à Brač cette magnifique pierre. Nous restons donc à quai la soirée et nous allons arriver donc ensuite, ça sera donc notre dernière escale, à Split. À Split, nous allons donc rester l'après-midi pour visiter cette superbe ville de Split, la nuit à quai et le lendemain, nous partirons ensuite pour découvrir la ville de Trogir et ce sera la fin de cette première croisière. Cette ville de Split, c'est une ville aussi qui a un passé fort intéressant. Une ville d'abord illyrienne, ensuite une ville romaine, une ville slave, une ville vénitienne, une ville napoléonienne et ensuite devenue yougoslave pour être maintenant croate. Avant tout, Split est dalmate. Elle est située vraiment au cœur de la Dalmatie centrale. Une ville superbe, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ville très intéressante de par son architecture et son plan d'urbanisme. C'est une ville qui a poussé dans un palais antique. Voilà quelques minutes, nous parlions de Dioclétien. Eh bien ici, Dioclétien a fait construire son palais. L'histoire vraiment à Split, on a l'impression qu'elle s'est empilée jusqu'à former un ensemble vraiment indissociable. Ce palais de Dioclétien, dont vous avez quelques photos sur votre écran, donc, représente un des ensembles architecturaux de l'Antiquité tardive les mieux conservés. Il s'étend sur 30 000 mètres carrés. C'est en 305 que Dioclétien a décidé de se retirer dans sa région d'origine, puisqu'il était né à quelques kilomètres dans la cité romaine de Salona, ville grecque puis romaine, dont on peut voir d'ailleurs encore les vestiges à quelques kilomètres de Split. À l'intérieur de ce palais de Dioclétien, donc au cours de la visite, vous pourrez encore distinguer vraiment le temple de Jupiter, les cryptoportiques, le baptistère, le mausolée de Dioclétien qui a été transformé ensuite pour abriter la cathédrale de Split, la cathédrale dédiée à Saint Dominus. Ici en bas à gauche, vous avez la photo du péristyle du palais qui est vraiment le cœur névralgique de ce palais à l'époque de Dioclétien. Aujourd'hui, c'est une place des plus passantes de la ville avec de nombreux petites échoppes, des terrasses de café, de restaurants, un lieu de rendez-vous vraiment au cœur de la vieille ville de Split. Lors de vos détours dans cette charmante ville historique de Split, vous pourrez découvrir aussi un bon nombre de façades fort intéressantes, de maisons de style gothique, Renaissance, baroque, là encore de très très belles façades, ou pourquoi pas vous promener ensuite le long du bord de mer, le long de la Riva, que vous pouvez apercevoir ici en haut à gauche de votre écran. En soirée ici, nous aurons le plaisir d'accueillir à bord donc un quatuor à cordes, donc un concert de musique classique. Et nous resterons donc cette soirée à quai pour le lendemain matin débarquer. Et oui, ce sera déjà la fin de cette très belle croisière le long de la côte dalmate. Et nous partirons en direction de Trogir, à quelques kilomètres d'ici, à peu près 35 kilomètres de Split. Trogir, qui est une très jolie ville médiévale, parfaitement préservée. Vous avez ici donc quelques photos de cette magnifique Trogir. À travers la visite, vous pourrez donc apprécier sa vieille ville, découvrir notamment la cathédrale de Trogir qui fait partie vraiment des monuments incontournables, son superbe portail qui date du XIIIe siècle, sculpté par le maître croate Radovan. C'est vraiment la finesse des ornements que l'on va trouver sur ce portail de la cathédrale avec les ornements représentant entre autres les signes du zodiaque, les statues d'Adam et Ève debout sur des lions. Vous avez ici une photo de la place centrale avec l'hôtel de ville, le palais Cipico avec ses très belles fenêtres de style gothique et la loggia qui fait face donc à la cathédrale. Cette excursion se terminera ensuite à l'aéroport de Split et ce sera déjà le moment de rentrer vers Paris et le terme donc de cette première croisière.
du printemps. Ensuite, nous allons parler donc de l'automne, puisqu'à l'automne, Plein Cap affrète de nouveau ce très joli bateau, donc le Cristal, pour 2 croisières. Une première croisière qui sera consacrée au nord de la Croatie, du 24 septembre au 1er octobre, et une deuxième croisière qui sera consacrée à la Dalmatie, qui reprend en partie un petit peu l'itinéraire dont on vient de parler, du 1er au 8 octobre. Donc, ces 2 itinéraires de 8 jours, 7 nuits, donc, peuvent être faits l'un ou l'autre, ou même combinés. D'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà choisi de faire ce combiné, un merveilleux voyage de 15 jours donc, pour découvrir cette côte croate. Donc, sur les 2 croisières suivantes, il va y avoir à certains endroits des escales que nous avons déjà découvertes sur la première croisière, donc je vous passerai de nouveau les photos, mais on s'étendra un petit peu moins dessus. Donc, pour cette deuxième croisière intitulée Au Royaume des Robinson, donc ça va être des paysages tout à fait différents que l'on va avoir, une Croatie vraiment secrète, beaucoup moins convoitée que ce que l'on a pu voir sur la Dalmatie, mais à la fois très complémentaire. Nous partons donc toujours de Paris en avion, donc accompagnés, et nous arrivons à l'aéroport de Split, et nous allons ensuite donc embarquer à Split pour cette très belle croisière, donc le long de cette côte nord de la Croatie. Notre première escale, donc en fin de journée, puisque nous n'aurons que quelques heures de navigation avant de rejoindre Rogoznica. Rogoznica, c'est un joli petit bourg très calme, typiquement méditerranéen, loin du tumulte de ces villes voisines, puisque nous sommes ici qu'à 35 km de Šibenik, à 55 km de Split. Et l'on peut profiter ici de toute la quiétude de ce charmant village. Là aussi, la culture de l'histoire sont assez enracinées, puisque à travers les édifices du village, vous pourrez voir l'histoire, là encore, une église paroissiale dédiée à Saint-Nicolas, un très joli clocher construit dans le style médiéval dalmate. Donc, après votre dîner, par exemple, vous pourrez flâner dans les charmantes petites rues de ce village. Après cette soirée à quai, donc ce sera le 25 septembre au matin, nous appareillerons pour là une navigation absolument extraordinaire au cœur de l'archipel des Kornati. C'est une région qu'on connaît assez peu de Croatie et pourtant l'une des plus belles régions, même si tous les endroits sont absolument spectaculaires. Là, c'est un décor lunaire vraiment qui nous attend, un décor lunaire où l'homme est absent. Les vues aériennes d'ailleurs d'hélicoptères ou d'avions de ces îles Kornati sont vraiment spectaculaires. Ces îles Kornati sont les îles les plus sauvages de la Croatie. Donc notre navigation va vous permettre de les découvrir. Nous allons ensuite faire escale. Au total, l'archipel compte 150 îles désertes, dont 89 font partie du parc national, puisque une partie des îles Kornati sont classées parc national. Les îles s'étendent sur 300 km² entre Šibenik et Zadar. Donc, elles sont classées aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un chapelet vraiment d'îles, comme le montrent ici ces photos. Un paradis au niveau des eaux cristallines absolument superbes, des petites criques abritées, des falaises spectaculaires qui plongent vraiment en à-pic dans cet Adriatique. Pour les amoureux du calme et de la nature, je dirais, c'est le lieu de prédilection. Une destination idéale, vous pourrez donc apprécier le relief de ces îles, les formations karstiques, les formations calcaires, donc sur le plan géologique, c'est aussi fort intéressant. Et au cœur de cet archipel des Kornati, au cœur du parc naturel, on va trouver donc 2 îles un petit peu plus habitées, qui sont les îles de Kornat et l'île de Dugi Otok. Nous allons accoster à Dugi Otok. Sur cette île se trouve le parc naturel de Tesalica. Ici, nous allons faire une promenade avec notre accompagnateur pour apprécier encore un petit peu plus, je dirais, la beauté extraordinaire de l'endroit. Donc, une promenade tout à fait accessible à tous pour pouvoir découvrir la végétation et également les roches qui s'offrent à nous ici. Nous allons rester à quai donc, sur l'île de Dugi Otok en soirée au niveau du village de Bosadva et le lendemain matin, nous appareillons.
Nous profiterons de cette soirée, là encore, pour pouvoir rejoindre une ferme d'agritourisme pour un dîner de spécialité. Avant de poursuivre notre navigation, donc ça sera déjà le 26 au matin, nous appareillerons ensuite pour l'île de Pâques. Nous arriverons donc à Mandré, sur l'île de Pâques, le 26 septembre. Cette île de Pâques est assez reconnaissable par cette délimitation naturelle, puisqu'elle est formée de pâturages délimités par des petits murets de pierre qui ont été construits par les travailleurs donc, de l'île de Pâques. Une île qui s'étend le long de cette côte adriatique. Elle présente 270 km de côte. La partie nord de l'île de Pâques est assez intéressante aussi pour sa végétation. Et à Pâques, on va parler d'un artisanat aussi fort intéressant que l'on va trouver à Pâques. Vous avez ici sur cette photo donc, quelques témoignages de l'artisanat. À Pâques, on parle de la dentelle de Pâques. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Elle a été mentionnée pour la première fois au XVe siècle. C'est une tradition, la confection de la dentelle, qui a été perpétuée par les religieuses et par les écoles de Pâques. Les dentelières, il faut savoir, travaillaient déjà pour la cour de l'empereur d'Autriche, donc c'est vraiment une tradition ancestrale. À Pâques, il y a aussi les salines. C'est un produit stratégique et crucial pour l'île depuis de nombreux siècles. Les salines de Pâques couvrent à peu près 3 km² sur l'île de Pâques. C'est un sel qui a une teneur particulièrement élevée en minéraux. Et à Pâques, on parlera et vous aurez l'occasion de déguster aussi du fromage. Le fromage qui est le pasquiss-sire. C'est un fromage qui est fabriqué à base de lait des moutons locaux, des moutons en train de paître sur l'île de Pâques. Il a une saveur assez particulière puisque sa saveur vient de ce que broutent les moutons sur l'île et notamment des plantes médicinales que l'on peut trouver sur l'île. Ce fromage est d'appellation d'origine contrôlée, il est une licence d'origine croate. Il est exporté dans le monde entier, dans plusieurs foires organisées dans l'Union européenne. Alors, on dit que l'arôme spécifique de ce fromage de Pâques vient de deux ingrédients assez secrets. En fait, ça vient du sel que l'on peut trouver à Pâques et aussi le vent qui balaye aussi de temps en temps cette île de Pâques que l'on nomme la Bora. Ensuite, donc, après cette découverte donc, de Mandré, de cette île de Pâques, nous allons donc là aussi en soirée profiter d'une animation culturelle et recevoir de nouveau ici à bord un groupe de chants pour écouter les fameuses clapas, dont vous avez un extrait tout à l'heure, donc ils se produiront pour vous à bord, donc c'est chœurs croates. Et après cette soirée à quai, le 27, nous appareillerons pour l'île de Rabe, qui est donc vraiment la voisine de Pâques. Ici, voici une carte un petit peu pour vous resituer. Vous apercevez Pâques et au nord de celle-ci, l'île de Rabe. Notre navigation donc, dans ce golfe de Gvarner va nous permettre d'accoster donc à Mandré sur cette île de Rabe. L'île de Rabe, donc vous voyez, est vraiment plus petite que Rabe. Elle fait 22 km. Elle s'étend sur 100 km² à peu près dans ce golfe de Gvarner, à proximité donc d'un massif montagneux qui se trouve sur le continent, le massif des Vélédites. Elle fait face au continent. C'est une terre à certains endroits un petit peu inhospitalière, on va dire, une terre un peu aride, alors que le long de la mer, le long de cette côte très découpée, on va trouver encore ici une verdure abondante, encore des vignes, de la lavande, des oliviers. Sur cette île de Rabe résident uniquement 10 000 habitants à l'année. Nous visiterons donc cette ville de Rabe à travers donc une promenade dans ces nombreuses petites ruelles. Là encore, de très beaux édifices à voir, à apprécier, des édifices de style Renaissance. Nous passerons donc la nuit à quai, donc à Mandré, avant de poursuivre ensuite notre navigation. Cette navigation qui va nous mener vers une ville aussi très intéressante du littoral croate, qui est la ville de Zadar. Comme symbole de la ville de Zadar, le plus célèbre, ça va être son église que vous pouvez apercevoir ici. Zadar, c'est une ville portuaire assez importante au nord de la Dalmatie. Son quartier historique se trouve sur une presqu'île abritée.
C'est une ville qui a une histoire ancienne, avec plus de 3000 ans d'histoire, un riche patrimoine culturel et historique encore là à découvrir à Zadar. Une ville qui fut fortifiée. Un système de fortification composé de remparts, dont vous pouvez voir encore quelques vestiges, des portes fortifiées, une ville classée là aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et au cœur de celle-ci, vous apercevez à droite la cathédrale Sainte-Anastasie, une cathédrale datant du XIIe siècle avec une superbe façade. On pourra aussi visiter une autre église, l'église Saint-Donat, que vous apercevez en bas de votre écran, qui est une église de forme ronde assez intéressante avec un clocher détaché de celle-ci, qui est une église de style pré-roman. Alors, en clin d'œil aussi à cette ville de Zadar, entre guillemets, une petite attraction que vous pourrez apprécier et découvrir lors de votre escale, vous la connaissez peut-être si vous êtes allé à Zadar, c'est ce que l'on appelle les orgues marines. L'orgue de la mer est vraiment une attraction unique à Zadar. Ça correspond à la photo que vous avez en bas à droite. En fait, c'est un escalier plongeant dans la mer, équipé donc de tubes produisant en fait une harmonie assez mélodieuse lorsque les vagues viennent frapper ces tubes, un petit peu à la manière d'un orgue. À chaque instant, en fait, on va découvrir une nouvelle harmonie, puisque selon les mouvements de la mer, la mélodie va être différente, puisque les souffles sont produits par les mouvements de la mer. Et on peut dire que les notes, de temps en temps, s'apparentent un petit peu à des chœurs traditionnels. Je vous laisse écouter quelques secondes de ces orgues marines assez uniques. Voilà, donc après ce petit intermède, ce petit clin d'œil à Zadar, que je trouve vraiment intéressant parce que c'est unique, ces orgues marines, nous allons continuer notre découverte. Alors, entre la visite de Zadar, les orgues marines, en soirée, après votre dîner à bord, nous aurons aussi le plaisir d'avoir un concert musical, un concert classique en compagnie d'artistes locaux. Nous allons appareiller le 29 au matin. Nous allons quitter donc Zadar pour une très belle navigation en direction de Skradin. Une navigation qui va nous mener donc vers le petit port de Skradin et nous allons après ensuite partir en excursion vers le magnifique parc national des chutes de Krka. Skradin, vous apercevez ici donc le port. Skradin est situé à 15 km à peu près de la ville de Šibenik. Donc une petite ville aux ruelles étroites avec une ville historique avec des passages couverts, également donc de nombreuses façades intéressantes à découvrir. Et cette ville de Skradin est située au cœur du parc national de Krka. Son histoire va remonter à plus de 2000 ans et l'on va trouver là encore des vestiges archéologiques assez intéressants. Elle est située sur la rive droite de la rivière la Krka, donc vraiment dans une baie naturelle très protégée, vous l'apercevez ici sur cette photo. C'est une ville aussi qui, au fil des siècles, a été détruite à plusieurs reprises. Elle est passée entre les mains des tribus liburnes, les Romains, les Gauls, les Vénitiens, les Ottomans. Et trace de toutes ces invasions, on peut encore les voir à travers les ruelles de la ville. Notre escale ici, donc à quai à Skradin, va nous permettre de partir vers ce magnifique parc national des chutes de Krka. Ici, donc, c'est en autocar qu'on rejoint le parc et là, donc, nous attend une très belle découverte de ce parc national. Le parc national de la Krka, donc c'est une rivière, la Krka, s'étend sur 111 km². Au cœur de celui-ci, c'est pas moins de 17 cascades que l'on va découvrir sur un dénivelé de 46 mètres. Le parc en fait de Krka couvre pratiquement en totalité cette rivière, la Krka.
Donc, ce site naturel est intéressant et à l'intérieur de celui-ci, on va trouver aussi des monuments assez remarquables sur le plan culturel et historique, des vestiges d'anciennes habitations fortifiées qui surplombent la rivière, comme par exemple la photo en bas à droite, vous apercevez une petite maison en pierre. C'est en fait un vieux moulin à eau qui a été transformé maintenant en musée ethnographique, donc que l'on visite aussi lors de notre excursion guidée donc dans le parc de Krka. Et là, on découvre, on nous explique les techniques ancestrales, les techniques anciennes de broyage du blé à l'aide de la meule. On visite également dans l'une de ces petites maisons de pierre un atelier de tisserand, où là, on nous explique donc le travail du tisserand. Nous faisons une promenade donc vraiment tranquille, accessible à tous, au cœur de ce parc national de Krka, en passant sur des chemins très bien aménagés, en passant sur ces passerelles que vous pouvez apercevoir, donc ces passerelles en bois, une promenade d'environ 800 mètres, donc pour découvrir des paysages absolument superbes, paysages de cascades, de lacs, tout en profitant des sons que peut produire le débit de cette eau. Donc une immersion au cœur de la nature à travers cette excursion donc à Krka. Nous revenons ensuite à bord donc à Skradin. Nous allons appareiller donc en fin de journée et nous appareillerons en direction de Šibenik. Nous passerons la soirée à quai à Šibenik, une autre ville fort intéressante donc, du littoral dalmate qui se trouve donc à 80 km de Split. Šibenik est aussi une vaste baie protégée, donc la ville abrite un port pour être connu des plus agréables et des plus protégés de la mer Adriatique. Šibenik, de tous les temps, a tiré profit de sa situation aussi stratégique. Moins connue que ses voisines Split et Dubrovnik, Šibenik possède aussi une vieille ville très intéressante, un patrimoine fort intéressant et une très belle cathédrale, comme vous pouvez l'apercevoir ici, la cathédrale Saint-Jean, donc dédiée à Sveti Jakov, qui est une cathédrale incontournable à Šibenik, un édifice qui va remonter donc au XVe siècle, 1431, et qui va durer, la construction durera plus de 100 ans. Une cathédrale donc édifiée à une époque charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, ce que l'on peut voir justement dans sa façade, et une église qui est classée là aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette cathédrale de Šibenik, d'ailleurs, a été le premier bâtiment de type Renaissance construit en dehors d'Italie. C'est une cathédrale qui est faite de pierre de chaux et de marbre en provenance de l'île de Brač, dont on a parlé précédemment. Outre la cathédrale de Šibenik, vous aurez plaisir aussi à flâner dans les nombreuses petites rues de la ville pour apprécier les façades, les palais, petites églises, les petites placettes aussi et forteresses qui se cachent un petit peu partout dans la ville. Nous resterons donc à quai à Šibenik. Là aussi, donc, vous aurez une soirée animée à bord avec un quatuor à cordes avant de poursuivre notre navigation donc, et nous diriger vers Split. À Split, nous arrivons donc le 30 septembre. Donc, l'après-midi, nous visiterons cette très belle ville de Split. Donc, je vous ai replacé les photos. On a parlé de cette ville tout à l'heure et de son fameux palais de Dioclétien. Nous restons la nuit à quai à Split et le lendemain, donc 1er octobre, visite en matinée de Trogir, dont on a parlé aussi précédemment, et vol retour vers Paris. Donc ça, c'était la croisière plus à la découverte du nord de la côte croate. Et nous enchaînons avec le sud du 1er au 8 octobre, donc un itinéraire consacré à la côte dalmate ici. Donc, départ de Paris en avion vers Split, où nous retrouvons donc notre accompagnateur. Et notre itinéraire ici va nous mener donc au cœur de la Dalmatie, donc comme vous pouvez le voir ici sur l'itinéraire, à la découverte de nouveau de Brač, de Korčula, Dubrovnik, Mljet, mais aussi une invitée surprise dans cette croisière, on va dire, la découverte de la très belle Mostar en Bosnie-Herzégovine. Donc, sans plus tarder, nous allons voyager au cœur de cet itinéraire. Donc, nous embarquons à Split donc, le 1er octobre. Notre appareillage donc, en fin de journée va nous mener de nouveau
à Brač, donc au cœur du village de Krušnica, où nous restons en soirée. Le lendemain matin, donc le 2 octobre, nous visitons donc le village de Bol sur l'île de Brač, dont on a parlé aussi précédemment. En soirée ici, nous accueillerons donc un conférencier qui viendra vous parler un petit peu de la Bosnie-Herzégovine et qui viendra en préambule à l'excursion du lendemain, donc à la découverte de Mostar. Alors, parlons un petit peu donc de cette excursion. Donc, notre excursion du 3 octobre va nous permettre, à quelques kilomètres de la Croatie, de découvrir donc cette ville de Bosnie-Herzégovine. J'ai placé ici une carte pour de nouveau se situer. Donc, nous allons aller à la découverte de Mostar. La Bosnie-Herzégovine donc, est un pays qui a vécu sous domination ottomane pendant plus de 4 siècles et qui fut fortement attaqué pendant la guerre de Yougoslavie. Aujourd'hui, la population de la Bosnie-Herzégovine est composée de Serbes orthodoxes, de Croates catholiques, de Bosniaques musulmans. 3 groupes ethniques qui font de cette Bosnie-Herzégovine vraiment une terre de contraste et qui va se ressentir dans l'architecture encore de la ville. Au sud de la Bosnie-Herzégovine, donc, se trouve la ville de Mostar, qui va nous intéresser pour l'instant, l'une des premières villes conquises par les Ottomans en 1468. L'influence turque est assez palpable au travers de l'architecture de la ville, de la culture, du mode de vie également des habitants. La ville historique de Mostar, comme vous pouvez le voir ici, est nichée au fond d'une vallée, la vallée de la Neretva, qui est cette rivière qui va traverser Mostar. C'est une ancienne ville frontière ottomane qui s'est développée entre les 15e et 16e siècles. Et durant la période austro-hongroise des 19e et 20e siècles, Mostar va continuer à se développer. La ville va se caractériser par des maisons turques assez anciennes, comme le prouvent ces photos, et le fameux pont de Mostar, que vous pouvez apercevoir sur la gauche de l'écran, le pont de Mostar, donc Stari Most, qui lui a valu le nom. Lors des conflits des années de 1990, une grande partie de cette ville historique de Mostar a disparu. Malheureusement, le vieux pont a été détruit également. Il a été reconstruit ensuite avec l'aide d'ailleurs d'un comité scientifique international qui a été mis en place par l'UNESCO. Ce quartier historique a été ensuite classé, ainsi que le quartier qui abrite toutes les maisons ottomanes et les maisons pré-ottomanes de l'autre côté du pont de Mostar, au cœur de la vieille ville. Donc ici, on peut toucher d'un petit peu plus près la coopération internationale, d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé à Mostar pour la reconstruction de la ville et la coexistence aussi de ces différentes communautés culturelles, ethniques et religieuses. À Mostar, on compte pas moins de 17 mosquées. Je vous parlais donc d'une coexistence religieuse, on peut la toucher d'un petit peu plus près ici. En visitant cette ville de Mostar, vous pourrez voir un petit peu aussi l'origine. Toutes ces ruelles sont pavées à Mostar, donc un pavement assez bien conservé, des petites échoppes à l'intérieur de cette ville, restaurants, petites boutiques, donc que vous pourrez visiter lors de votre excursion. Après cette découverte de Mostar, nous reviendrons donc à bord de notre bateau donc, pour le déjeuner. Et notre navigation de l'après-midi va nous mener vers Korčula, donc l'une des cités fortifiées de l'Adriatique. Nous passerons donc l'après-midi à Korčula, visite de Korčula dont on a parlé donc précédemment. Nous passerons la nuit à quai à Korčula et ce sera à cette escale de Korčula où sur cet itinéraire nous recevrons donc les chants traditionnels, donc les klapa, les voix a cappella dont on a parlé précédemment. Le lendemain matin, le 4 octobre, nous quitterons donc Korčula après avoir fait la visite et nous rejoindrons la perle de l'Adriatique, la ville de Dubrovnik, que l'on surnomme, donc je vous ai dit, perle de l'Adriatique. On l'appelle aussi la ville aux 1000 monuments pour vous montrer à quel point la ville est riche sur le plan culturel. Donc, nous visiterons la ville de Dubrovnik, visite guidée. Vous aurez un petit peu de temps libre aussi au cours de la journée. Et en soirée, pour compléter aussi notre découverte,
vous pourrez assister à une représentation folklorique avec des chants et des danses traditionnelles, de très beaux costumes, dans un cadre tout à fait exceptionnel aussi que l'on appelle le Lazaretti, qui date du XVIIe siècle, donc qui surplombe la ville de Dubrovnik. Et là, vous aurez un petit peu un panel des différentes danses que l'on peut trouver dans cette région donc, de la Dalmatie. Ce spectacle donc, est proposé par une troupe folklorique que l'on appelle l'Injo, qui est très célèbre en Croatie et à Dubrovnik, puisqu'elle a été fondée en 1964 pour promouvoir les danses et les chants traditionnels de Croatie. Le Linjo en lui-même, c'est une danse populaire de la région de Dubrovnik et elle est dansée de la même manière depuis plus de 200 ans. C'est une danse qui est accompagnée d'un instrument de musique que vous pouvez découvrir d'ailleurs, là, qui est tenu en main par le jeune homme assis sur son petit tabouret. C'est un instrument qu'on appelle la lirjeka. C'est un instrument donc originaire de Dalmatie du Sud, un instrument à 3 cordes venu de Méditerranée orientale et de Grèce à la fin du XVIIIe siècle. Donc cet ensemble folklorique de l'Injo se produit un petit peu partout en Croatie, fait le tour du monde depuis 40 ans et c'est vrai que c'est vraiment un très joli spectacle auquel vous pourrez assister. Nous allons ensuite quitter cette belle Dubrovnik pour aller vers l'île de Miette. Là encore, notre navigation va nous permettre de côtoyer des îles, des eaux très cristallines. Et nous allons arriver donc à Miette, au petit port de Pomena. L'île de Miette donc, a ce parc naturel donc, protégé. On en a parlé aussi lors de la précédente croisière qui se déroule au printemps. Donc, notre excursion nous permet de faire une promenade donc, accompagnée vers les lacs salés, le Velikoje-Zero et le Maloje-Zero. Une petite promenade aussi en bateau pour visiter donc l'église Sainte-Marie, qui est le cœur de ce couvent sur l'îlot, au cœur du parc national de Miette. Après cette escale à Miette, donc le soir, nous restons à Pomena. Après l'escale de Miette, le 6 octobre au matin, nous allons quitter Miette pour rejoindre l'île de Vis. Et là, à Vis, nous visiterons bien sûr le village de Vis, dont on a parlé aussi. Cette île de Vis qui est aussi très intéressante, très verdoyante. Ce sera aussi le jour en soirée où vous pourrez profiter d'un dîner de spécialité locale dans une ferme d'agrotourisme à Vis. Ici, je vous ai replacé un petit peu la carte pour nous situer. Vous apercevez ici cette île de Vis. Et nous allons ensuite continuer donc notre navigation en allant vers Hvar, l'île voisine dont on a parlé aussi précédemment, cette superbe Hvar que vous pouvez découvrir ici même à travers donc, la visite guidée de Hvar, la très belle cathédrale Saint-Étienne. Nous restons en soirée aussi à quai à Hvar. Nous accueillons un quatuor à cordes ici. Et nous poursuivons ensuite par Split, où nous terminerons donc notre croisière ici au cœur de cette très belle ville de Split, donc avec la visite de Split en matinée, donc au cœur de ce palais de Dioclétien, avant de se rendre ensuite vers l'aéroport et de rentrer vers la France. Donc cette croisière, je le répète, peut se faire en une semaine ou se combiner avec la précédente, permettant de découvrir le nord de la côte. Je vais vous présenter à présent, bien sûr, ce très joli yacht que Plain-Cap a décidé d'affréter pour ses 3 croisières en Croatie. Ce yacht qui est le Cristal. Un petit bateau de 4 étoiles, un bateau vraiment très récent que j'ai eu le plaisir de visiter d'ailleurs il y a quelques mois. C'est un bateau qui a été construit en 2018, donc c'est vraiment un joli yacht qui a une longueur d'un peu plus 48 mètres, largeur de 8 mètres, 8 membres d'équipage croates à bord, un bateau qui s'organise sur 5 ponts, dont 2 ponts occupés par des cabines extérieures. Toutes les cabines sur ce yacht sont extérieures, climatisées, avec tout le confort dont on a besoin pour une petite croisière, salle de bain privative avec douche. Des ponts extérieurs aménagés donc, pour profiter de cette très belle navigation entre les îles et le long de cette côte dalmate.
Voici ici donc le plan du bateau qui vous permet de situer un petit peu mieux. Donc, vous apercevez les deux ponts sur lesquels sont aménagées les cabines. Ensuite, le pont supérieur où va se trouver la salle de restaurant, un petit salon également, et le dernier pont qui est aménagé donc avec le jacuzzi et les transats. Donc, c'est dans un cadre vraiment intimiste, comme on le dit toujours, très convivial, qu'on va pouvoir vivre ces différentes croisières en Croatie. C'est vrai qu'on insiste toujours, et c'est la marque de signature de Plein Cap, c'est le côté convivial. Et là encore, j'insiste pour cette croisière en Croatie. Je vais vous passer dans quelques minutes une petite vidéo qui va vous permettre de découvrir le Cristal. Juste avant, je vous présente ici donc quelques cabines, deux types de cabines, puisqu'il n'y a que deux types de cabines sur ce bateau. Sur le pont inférieur, les cabines avec des hublots, comme vous pouvez le voir ici, qui sont aménagées donc avec deux lits que l'on peut rapprocher, la salle de bain, ou alors les cabines sur le pont principal qui sont aménagées avec des ouvertures un peu plus larges et une porte également avec une fenêtre qui donne directement accès sur le pont. Les cabines ont une superficie d'à peu près 12 mètres carrés. Donc, sans plus tarder, on va passer au film qui va vous présenter ce joli bateau qui est dirigé, qui est commandé, le commandant à bord et le propriétaire du bateau. Et c'est pour ça, quand je le disais, que c'est vraiment une croisière conviviale, familiale et intimiste. C'est tout le côté agréable que vous pourrez vivre à bord donc, du Cristal. Voilà, ces quelques minutes d'évasion vous ont permis de faire connaissance un petit peu mieux avec ce petit bateau, le Cristal. Son commandant est à la fois propriétaire, Andrea, que vous avez vu à la barre de ce joli bateau. Donc, voici un petit peu les trois croisières que l'on vous propose sur ce yacht. Donc, juste, je me permets de rappeler en conclusion les plus de Plein Cap sur ces croisières en yacht. Donc, des itinéraires inédits, vous l'avez compris, concoctés par notre commandant, le commandant Radovan, en coopération avec Andrea, le commandant donc, du Cristal. Un cabotage le long de la côte croate du nord au sud, toutes les soirées à quai, et ça j'insiste, ça permet vraiment de se promener tranquillement, de découvrir, de flâner à son gré aussi les petites îles, villes et villages. Toutes les soirées aussi animées, on ne s'ennuie pas sur ces croisières à bord des yachts. On a les excursions avec les guides locaux et en soirée, soit une conférence avec un intervenant, une conférence sur la lavande, la conférence sur la Bosnie-Herzégovine, la conférence sur l'histoire récente de la Croatie, les soirées traditionnelles de chants croates, donc on a parlé des klapas, concerts de musique classique, folklore également, dégustation de spécialités locales, on a parlé des huîtres, des moules à Stone tout à l'heure, du fromage aussi, et des dégustations lors du dîner dans la ferme d'agritourisme. Je dirais donc vraiment un dépaysement total et seulement à 2 heures de Paris sur un vol direct, donc vraiment très, très confortable. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, en tout cas, une destination, la Croatie, qui ne manquera pas de vous séduire, j'en suis sûre, amateurs d'histoire, d'archéologie, de paysages, de sites naturels. La Croatie a largement de quoi satisfaire toutes vos envies de découverte, j'en suis certaine. Un grand merci pour votre attention. Je vais à présent vous allez pouvoir remettre vos micros si vous le souhaitez, si vous avez des questions.
Je serai ravie d'y répondre sur ces itinéraires en Croatie ou sur d'autres itinéraires plein cap. Cette visioconférence a été enregistrée comme à l'accoutumée et sera disponible donc dans quelques jours sur notre site internet. On retrouve toutes les visioconférences de plein cap sur le site internet. On se retrouvera le mardi 8 février. Donc, on sera de nouveau ensemble pour notre plus grand plaisir, je l'espère. Ça sera la présentation des échappées culturelles de Plein Cap, donc les circuits que Plein Cap propose en France, en Europe. Et le mois suivant, vous retrouverez Cédric, en compagnie d'ailleurs de Bruno Guégan, pour une visioconférence sur l'Islande. Cédric, d'ailleurs, qui vous passe bien le bonjour, qui est actuellement en Antarctique, sur le Hambourg. Avez-vous des questions, mesdames, messieurs?